Bonjour Madame Sigaud, merci d'être avec nous sur les ondes de La Voix de la Russie. Bonjour. Alors, je pense qu'on va attaquer tout de suite parce que, voyez-vous, dans un récent article publié sur le réseau Voltaire, vous connaissez sans doute mieux que moi même, André Chamy, qui est sociologue, a évoqué la fin inéluctable du régime d'apartheid imposé par Israël. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'optimisme, parce qu'on ne sait pas sous quelle forme va prendre cette abolition de, entre guillemets, l'apartheid, si je peux me permettre de mettre des guillemets en parlant. J'ai lu cet article, je suis d'accord avec lui sur les conclusions qu'il tire. De là à dire qu'il faille être optimiste, je ne sais pas. J'ai visité l'Afrique du Sud en son temps, j'ai vu qu'il avait fallu, pour que les uns ne se jettent pas sur les autres, toute l'intelligence et la conviction politique de Nelson Mandela. Je ne vois pas bien qui empêchera, quelle grande figure empêchera au moment de l'abolition de ce système que les uns se rusent sur les autres. Mais il me semble à peu près évident qu'effectivement, le système actuel de séparation entre les Juifs et les Arabes, qui n'est pas exactement l'apartheid, soyons clairs là-dessus, l'apartheid c'était quelque chose de très spécifique qui ne s'est pas appliqué, qui ne s'applique pas en tant que tel en Israël, mais la chute de l'un préfigure effectivement la chute de l'autre, c'est-à-dire que ce système dans lequel les Juifs ont certains droits et les non-juifs ont d'autres droits, me semble à moyen terme, pour ne pas dire à court terme, effectivement condamné. Je ne vois pas que Israël puisse continuer comme ça pendant très longtemps. On en sent les signes que c'est bientôt la fin. Voilà, pour être optimiste avec cette perspective-là, il faudrait imaginer que ça ne se passe pas dans un bain de sang, et là, rien ne le garantit. D'accord. Alors écoutez, maintenant ce qui concerne les origines du Hamas, parce que n'a-t-on pas entendu, effectivement ces origines ont engendré tout un tas de spéculations, les unes parfois plus exotiques que les autres. Entre autres, certaines consistent à dire qu'il s'agirait d'une création d'Israël. Alors ça va même jusque-là. Comment expliquer une telle vague d'hypothèses autour d'un mouvement qui pourtant semble avoir toujours symbolisé, en tout cas dans l'esprit des Palestiniens, si je ne m'abuse, un mouvement de résistance nationale? Alors, c'est pas tout à fait exact de dire qu'ils ont toujours reflété la résistance palestinienne. Il fut un temps où c'était l'OLP qui symbolisait cette résistance, et ce temps n'est pas si lointain. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu basculer la diabolisation du nationalisme palestinien laïque en diabolisation de la résistance islamiste. Et il est de fait qu'à la fin des années 90, ce sont les Israéliens qui ont fait entrer à Gaza le Cheikh Yassine, qui était un vieux monsieur à la fois aveugle et paralytique, mais qui était une figure très importante de la résistance islamique. C'est bel et bien les Israéliens qui l'ont fait rentrer, je crois que c'était en 1997. Il était en Jordanie, il a été, je crois, échangé contre des prisonniers israéliens, et il est entré en Gaza, à Gaza, et c'est là qu'il a réorganisé le Hamas. Donc c'est pas complètement faux de dire ça. D'autre part, je vous dis, la résistance palestinienne a été pendant très longtemps symbolisée par Yasser Arafat, qui à ma connaissance était musulman et pas du tout islamique. Pas du tout islamique. Alors je n'ai pas connu personnellement Yasser Arafat, mais j'ai connu personnellement son frère, le docteur Fatri Arafat, qui est d'ailleurs mort à peu près en même temps que son frère à 15 jours près, et lui m'a très bien expliqué il me l'a dit personnellement, que leurs propos avaient toujours été rigoureusement laïques, nationalistes, et que ils défendaient la nation palestinienne, la patrie de la nation palestinienne, et pas du tout l'islam. Donc c'est pas complètement faux de dire que le Hamas a été non pas une création d'Israël, faut pas dire ça, mais disons que la prise d'importance du Hamas a été un calcul fait par les Israéliens pour vraisemblablement jouer le choc de civilisation entre les musulmans et les autres. Et quand c'était le nationalisme, la diabolisation était aussi grave, aussi importante, et elle se portait pas sur la même chose. Oula, d'accord, oui, je vois. Et puis, même Sigaud, une troisième et dernière question, même si elle reprend un petit peu la première, mais je crois que c'est pas grave. On parle, enfin jusqu'à présent, on a surtout parlé de Gaza en fait, mais sans nous interroger sur le statut des... Alors là, je prends votre rectification des 1 600 000 Arabes qui sont citoyens d'Israël. Oui, tout alors, à fait, vous qui connaissez merveilleusement bien la région, pour y avoir été non seulement à moult reprises, mais en fait, vous avez vécu à plusieurs reprises également dans un kibbutz, hein, ça a commencé au début des années 70. Oui, tout à fait. Oui. Comment est-ce que quand même vous auriez caractérisé la position, enfin le statut de ces Arabes? Comment est-ce que ces gens sont traités en fait?
Alors, ils sont traités de la manière suivante. Ils sont citoyens israéliens parce qu'au moment du cessez-le-feu en 1949, quand l'État d'Israël quand la guerre s'est arrêtée, que les accords de Rhodes ont été signés et que a été instauré le cessez-le-feu entre Israël, le nouvel État tout nouvellement créé en mai 1948 et ses voisins arabes, il restait à peu près 250 000 Arabes en Israël. Donc ces gens-là, qui sont ceux qui n'ont pas été chassés, qui n'ont pas pris la route de l'exil, sont devenus citoyens israéliens. Ils sont devenus citoyens israéliens avec une caractéristique quand même très importante, c'est que sur leur carte d'identité, dans la case nationalité, il n'y a pas marqué juif, il y a marqué arabe, ça fait toute la différence. J'ai rencontré ces Arabes israéliens il y a fort longtemps, j'ai appris à connaître leurs espoirs, leurs désespoirs et leur situation. C'est absolument indigne. Quand vous êtes citoyen arabe d'un pays qui est juif et que vous êtes définitivement non juif, vous avez des discriminations à l'embauche, vous avez des discriminations à l'université, vous avez des discriminations à la construction, vous n'obtenez pas de permis de construire votre maison. Moi j'ai vu, et ça d'ailleurs fait l'objet de mon livre qui s'appelle Du kibbutz à l'intifada, j'ai vu de mes yeux vus comment sont traités les Arabes israéliens. Ils sont traités comme des indésirables dans leur propre maison. Leurs villes n'ont pas d'égout, n'ont pas de route, c'est insensé, je veux dire, c'est insensé. Alors ils ont des députés, bien sûr ils ont des députés, vous savez, ça c'est pour la galerie, regardez comment ils ont été traités. Récemment un député arabe israélien a été jeté hors de la Knesset parce qu'il avait dit quelque chose qui déplaisait au président. Non, je pense que la représentation officielle des Arabes israéliens à la Knesset, c'est un leurre, c'est pas un leurre, c'est une marionnette qu'on agite pour dire regardez, ces gens-là font ce qu'ils veulent, ils ne font absolument pas ce qu'ils veulent. On leur a tout pris, on leur a pris leurs terres, ils sont discriminés de façon absolument indigne. Ils m'ont dit eux-mêmes, nous sommes étrangers à la maison, nous sommes étrangers chez nous. Donc on ne peut pas dire qu'ils représentent. Alors beaucoup d'Israéliens les représentent comme les imaginent comme l'ennemi de l'intérieur. A priori, ils n'ont pas envie d'être ennemis de l'intérieur, mais on fait tout pour qu'ils le deviennent. Donc le problème posé par les Arabes israéliens, c'est que les Israéliens, beaucoup d'Israéliens, je généralise pas, j'en connais qui ont vraiment des raisonnements beaucoup plus sains, mais beaucoup d'Israéliens, et en l'occurrence ceux qui prennent la parole, disent qu'ils ne veulent pas d'Arabes en Israël. S'ils ne veulent pas d'Arabes en Israël, qu'est-ce qu'on va faire en imaginant qu'on crée un État palestinien, ce qui me semble non viable, mais imaginons, on crée un État palestinien en Cisjordanie. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 600 000 Arabes israéliens qui sont sur la terre d'Israël? On les chasse? C'est pas la peine de l'envisager, ils partiront pas. Ils ne partiront pas. Ils se battront jusqu'à la mort, ils ne partiront pas. Donc, toute solution au conflit dit israélo-palestinien qui implique une solution de 2 États, c'est-à-dire un juif et un arabe, a une épine dans le pied qui sont les 1 600 000 arabes qui sont dans l'État juif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le système dont vous parliez tout à l'heure, cette perspective d'abolition de ce système de séparation me semble effectivement inéluctable, parce que à l'heure actuelle, si vous prenez l'ensemble du territoire qui inclut, qui est sous la domination d'Israël, il y a plus d'Arabes que de Juifs. En tout cas, il y en a plus à la naissance. Je ne connais pas les chiffres tout à fait exacts, mais quasiment à la naissance, de toute façon, il naît plus d'Arabes que de Juifs, c'est clair. Donc il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution pacifique, je dis bien, qui inclut 2 États. Donc si c'est un seul, ça sera, imaginons, un grand État, non pas israélo-palestinien, mais judéo-christiano-musulman, qui donnera les mêmes droits à tous. Alors à quel prix, à quelles conditions, je ne sais pas, mais ça me semble à peu près inéluctable. Eh bien, oui, merci beaucoup, Madame Sigaud, pour ces réponses très étayées, donc dans l'espoir de vous retrouver sur les ondes de la Voix de la Russie. Je vous remercie, merci à vous. Merci, chère Madame, au revoir.